En ce moment, on n'entend parler que de ça, hein. Ah oui, Dans toutes les stratégies d'entreprise, dans tous les comités de direction, c'est intelligence artificielle, big data, automatisation. le fameux trio. On a vraiment l'impression que c'est une sorte de course à l'armement technologique. Chaque organisation doit avoir son projet d'IA, sinon elle n'existe plus. C'est tout à fait ça. Et pourtant, et c'est là que ça devient intéressant, derrière cette façade un peu high-tech, nos sources, elles, nous montrent une réalité beaucoup moins glamour. Une vraie contradiction. Oui, une contradiction flagrante. Malgré cette course vers le futur, une immense majorité d'organisations continuent de subir leurs documents. Subir, c'est un mot puissant. Ça implique une sorte de fatalité. Exactement. Comme si on était complètement dépassé par sa propre information. Mhm. Alors, aujourd'hui, on va tenter de décrypter ce paradoxe. Pourquoi est-ce que cette grande transformation numérique, avec toutes ses promesses, semble systématiquement achopper sur cet obstacle bien précis? Cet angle mort. Cet angle mort qu'est la gestion de l'information. Et pour bien comprendre l'enjeu, je pense qu'il faut d'abord définir ce qu'on appelle la donnée documentaire. Oui, c'est une bonne idée. Parce qu'il faut oublier les bases de données bien rangées, les tableurs Excel avec des colonnes bien propres. D'accord. Là, on parle de tout le reste, de cet océan d'informations souvent chaotique qui vit dans les documents qui font réellement tourner la boutique au jour le jour. C'est ça. Et pour que ce soit bien concret, les sources sont très claires là-dessus. On parle des centaines, parfois des milliers de contrats qui lient l'entreprise à ses partenaires. Bien sûr. On parle des rapports d'audit, des actes juridiques, des brevets, de tous les dossiers réglementaires qui permettent à la boîte d'opérer légalement. En fait, tout ce qui compte. Il y a d'ailleurs une phrase dans nos notes qui résume tout parfaitement. Ce sont eux qui structurent l'activité réelle des organisations. Et c'est même plus qu'une structure. Ces documents, ce ne sont pas des archives poussiéreuses qu'on va consulter une fois par an. Non, c'est vivant. C'est le squelette vivant, le système nerveux opérationnel et juridique de l'entreprise. Une clause dans un contrat, ce n'est pas juste du texte, c'est un engagement qui peut coûter des millions. Bien sûr. Un rapport technique, c'est la mémoire du savoir-faire. Donc, toucher à leur gestion, ce n'est pas juste un petit projet informatique, c'est toucher au cœur du réacteur. Mais alors, si c'est le cœur du réacteur, pourquoi est-ce qu'on le néglige à ce point? C'est ça la question. C'est la question à 1 million. Pourquoi les entreprises sont prêtes à mettre des dizaines de millions pour un projet d'IA prédictive, alors qu'à côté, un simple contrat égaré peut paralyser un service entier? Il y a une première explication qui est presque d'ordre psychologique. C'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome de l'objet brillant. L'objet brillant. Oui, l'intelligence artificielle, le machine learning, ça sonne futuriste, c'est impressionnant. C'est un projet qui est facile à vendre à un conseil d'administration, c'est visible. C'est un peu comme en marketing, non? On préfère souvent lancer une nouvelle campagne de pub, un truc très créatif, très flashy, Exactement. plutôt que de faire le travail de fond bien plus ingrat de nettoyer sa base de données clients. C'est précisément la même psychologie. La prime au spectaculaire contre le nécessaire. Voilà. Personne n'a jamais été promu pour avoir mené à bien un projet de réorganisation de l'archivage. C'est perçu comme une tâche administrative, fastidieuse, un coût. Alors que l'IA, c'est l'investissement d'avenir. C'est ça. Même si, comme on va le voir, elle ne peut rien faire sans des fondations saines. Il y a une prime à l'innovation qui est visible, au détriment de l'excellence opérationnelle qui, elle, est invisible. D'accord, pour l'aspect psychologique, je vois bien. Mais il doit aussi y avoir un obstacle plus technique, ça ne peut pas être si simple. Bien sûr. Et c'est la deuxième hypothèse, beaucoup plus concrète, la complexité fondamentale de la donnée non structurée. C'est-à-dire? Pour une machine, analyser un tableau de chiffres, c'est simple. Une colonne vente, une colonne date, c'est clair, c'est net. Mais un document, c'est du langage humain. Ah oui. C'est un contrat de 80 pages, rédigé par 2 équipes d'avocats qui ont négocié chaque virgule. Il y a des ambiguïtés, des renvois, des définitions spécifiques. Donc, si je comprends bien, une machine, elle voit le chiffre 10 000, elle sait que c'est une quantité. Oui, Mais quand elle lit la phrase « La responsabilité sera limitée sauf en cas de faute lourde Mhm. elle doit comprendre les mots, mais aussi le concept juridique de faute lourde, le contexte, l'intention derrière. C'est un tout autre niveau. C'est précisément ça. On touche au cœur du problème. Les systèmes informatiques traditionnels, ils ont été bâtis pour gérer de la donnée structurée. Et on a voulu appliquer la même logique aux documents. Comment ça? On s'est contenté de les stocker et de leur mettre des étiquettes, un titre, une date, mais on a ignoré le plus important, le sens de ce qui est écrit à l'intérieur.
L'analogie qui me vient, c'est celle d'une fusée. L'entreprise veut construire sa fusée ultramoderne, son IA, pour aller sur Mars. D'accord. Mais elle tente de la construire sur des fondations en sable mouvant, qui est sa gestion documentaire complètement chaotique. C'est une excellente image. La fusée peut avoir les meilleurs moteurs du monde. Si la base n'est pas stable, non seulement elle ne décollera jamais, mais tout risque de s'effondrer. Le lancement échoue avant même d'avoir commencé. D'accord. Donc on a le pourquoi psychologique, cet objet brillant, et le pourquoi technique, la complexité du langage. Mais maintenant, allons plus loin. Concrètement, qu'est-ce qui fait que ça échoue si souvent à cet endroit précis? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Quelles sont les racines profondes de cet échec? On peut en identifier 3 principales. La première, c'est, tout simplement, le poids de l'héritage. L'héritage. Oui, la plupart des boîtes ne partent pas d'une feuille blanche. Elles sont assises sur des décennies, parfois un siècle, de documents. C'est une accumulation des couches géologiques d'informations. Des couches géologiques? Oui. Vous avez des contrats papier dans des caisses au sous-sol, des microfiches, puis les premiers scans des années 90 en basse résolution, des fichiers Word Perfect, des vieux PDF images qu'on ne peut pas interroger. C'est une sorte d'archéologie numérique en fait. Il faut aller creuser pour trouver l'info dans des formats que plus personne ne sait lire. C'est exactement ça. Et cette masse historique est un frein énorme. On ne peut pas juste décréter « demain, on fait tout bien ». Il faut gérer ce passé. Et ça, c'est un projet titanesque, coûteux, que beaucoup préfèrent repousser. D'accord. L'héritage. Quelle est la deuxième racine, Sam? La deuxième, c'est un grand classique, le problème des silos. Ah, les fameux silos. Voilà. Dans n'importe quelle grande organisation, l'information est fragmentée. Le service juridique gère ses contrats dans son système, avec sa logique. La direction financière a ses rapports dans un autre. Les ingénieurs ont leurs dossiers techniques sur des serveurs partagés, avec leur propre arborescence. Bref, chaque département a optimisé son petit monde. Et j'imagine que chacun protège farouchement son territoire, son royaume documentaire. Ça doit créer une énorme méfiance. Vous mettez le doigt sur le problème humain derrière le problème technique. Ce n'est plus une question d'outils. Non. C'est une question de pouvoir, de culture, d'habitude. Tenter d'unifier tout ça, c'est se heurter à des baronnies, à des années de « on a toujours fait comme ça ». Et le résultat? Le résultat, c'est qu'il n'y a aucune vision globale du savoir de l'entreprise. C'est un orchestre où chaque musicien joue sa partition dans son coin. Le son global est une cacophonie. Cacophonie, c'est le mot. Et la troisième racine de l'échec? La troisième est plus subtile, mais c'est la conséquence directe des 2 premières, le manque de maîtrise sémantique. La maîtrise sémantique. En clair, les entreprises savent, plus ou moins bien, stocker leurs documents. Mais stocker, ce n'est pas comprendre. Elles ne maîtrisent pas le sens, la sémantique, de ce qui est écrit dans ces millions de pages. Elles sont incapables de poser des questions simples à leur propre patrimoine d'informations. Comme par exemple, Une question comme montre-moi tous nos contrats de location qui expirent dans les 6 prochains mois. Ou bien trouve tous les rapports d'incidents qui mentionnent une défaillance de l'équipement X. ça me fait penser à l'image d'une immense bibliothèque. Elle contiendrait tout le savoir du monde. On sait que la réponse est là, quelque part. Oui. Mais il n'y a pas de catalogue, pas d'index, rien. L'information est bien présente, mais elle est fonctionnellement inaccessible. C'est une frustration que beaucoup d'employés vivent tous les jours. C'est une très bonne métaphore. Et le drame, c'est que non seulement il n'y a pas de catalogue, mais les livres sont décrits dans des centaines de dialectes différents, sans traducteur. L'information est inerte. Inerte, exactement. D'accord. Le diagnostic est clair. Héritage lourd, silos et manque de compréhension. Mais concrètement, au quotidien, quels sont les impacts pour une entreprise? C'est juste un peu d'inefficacité ou c'est plus grave? Oh, c'est bien plus grave. Et les coûts sont souvent cachés, donc largement sous-estimés. Ah oui, Le premier impact, le plus évident, c'est le risque juridique et de conformité. Si vous ne maîtrisez pas vos contrats, il peut arriver des choses très simples. par exemple? Vous avez un contrat avec un fournisseur. Il se renouvelle tacitement tous les ans. Mais les conditions ne sont plus avantageuses. Si personne ne reçoit d'alerte, vous repartez pour un an avec de mauvaises conditions. C'est de l'argent perdu. D'accord. Et un exemple plus grave? Bien sûr, imaginez une nouvelle réglementation, comme le RGPD il y a quelques années. Elle impose de nouvelles clauses dans tous vos contrats avec des sous-traitants. Si vous avez 10 000 contrats de ce type et que vous êtes incapable de les identifier rapidement pour vérifier leur conformité, Vous vous exposez à des amendes. des amendes qui peuvent être colossales. Le risque n'est pas théorique, il est très très concret. D'accord pour le juridique. Quoi d'autre? Le deuxième coût, c'est l'inefficacité opérationnelle. Massive.
Le temps que les employés, surtout les plus qualifiés, passent à chercher de l'information, c'est hallucinant. On a une idée, des chiffres? Il y a des études qui montrent que les cadres peuvent passer jusqu'à 20% de leur temps à ça. 20%. Mais c'est une journée par semaine? Une journée par semaine passée non pas à créer de la valeur, mais à chercher comment faire son travail. C'est vertigineux hein, quand on y pense. C'est énorme. Prenez un exemple très concret, des sourceliers, un juriste dans une équipe de fusion-acquisition. Oui. L'entreprise veut en racheter une autre. Le juriste doit vérifier des centaines de contrats pour chercher une clause bien précise, une clause de changement de contrôle. Aujourd'hui, souvent, il doit ouvrir 500 PDF, un par un, et les lire. Ça peut lui prendre des jours? Ça peut lui prendre 3 jours de travail à haute valeur ajoutée. Avec une gestion sémantique, c'est une requête qui prend 10 secondes. Le gain n'est pas de 10%, il est exponentiel. On libère un talent pour qu'il se concentre sur la stratégie. Exactement. Et au-delà des risques et de l'inefficiency, j'imagine qu'il y a aussi des opportunités qu'on ne voit même pas, qu'on rate. C'est le troisième impact, et peut-être le plus dommageable à long terme. Les opportunités stratégiques manquées. C'est-à-dire? Votre entreprise est assise sur une mine d'or de connaissances qu'elle n'exploite absolument pas. Imaginez une boîte industrielle qui a des milliers de rapports d'intervention de ses techniciens. Ce sont des textes libres, remplis d'infos cruciales. Et quelles pépites on pourrait y trouver? Par exemple, en analysant sémantiquement tous ces rapports, on pourrait se rendre compte que 15% d'entre eux mentionnent une surchauffe anormale d'un petit composant. Un signal faible. Un signal faible, exactement. Pris isolément, chaque rapport est anodin. Mais agrégé, il révèle un défaut de conception qui pourrait mener à une panne majeure. Ou un rappel de produit. Et un rappel coûteux. En détectant ça 6 mois à l'avance, l'entreprise peut agir, économiser des millions et protéger sa réputation. Mais pour ça, il faut être capable de comprendre ce qui est écrit. Ce qui est fascinant, c'est que la solution ne réside pas seulement dans une nouvelle technologie, un nouvel outil d'IA. C'est plus profond que ça. Absolument. Les outils existent, ils sont de plus en plus puissants, mais ils ne peuvent rien sans un changement de culture. Un changement de mentalité. Il faut passer d'une vision où le document est une archive passive, une contrainte, à une vision où il est un actif stratégique vivant, une source d'intelligence. Et ça doit venir d'en haut. Ce n'est pas un projet informatique, c'est un projet d'entreprise. Finalement, ce que je retiens de notre discussion, c'est que cette fameuse transformation numérique, on la prend souvent à l'envers. C'est une bonne façon de le dire. On veut construire le toit, avec les panneaux solaires, l'assistant vocal, tout ça, c'est-à-dire l'IA, l'automatisation, avant même d'avoir coulé des fondations solides. Et ces fondations, c'est tout simplement la maîtrise du savoir que l'entreprise a déjà produit elle-même. Sans cette base, tout le reste n'est qu'un gadget coûteux qui finira par s'effondrer. C'est une synthèse parfaite. Et pour laisser chacun réfléchir, j'aimerais proposer une dernière pensée, une dernière question. Je vous écoute. Aujourd'hui, les organisations déploient des efforts immenses, des budgets colossaux, pour utiliser l'IA afin de prédire l'avenir. Prédire les achats des clients, prédire les pannes. C'est la grande quête. C'est une quête légitime. Mais la vraie question, c'est peut-être celle-ci. Et si la plus grande valeur, la plus immédiate, la plus transformatrice, ne se trouvait pas dans la prédiction de l'inconnu, mais tout simplement dans la compréhension exhaustive et instantanée de l'immense savoir que l'entreprise a déjà accumulé. C'est une pensée très forte. Et si, avant de chercher à deviner l'avenir, la première étape, la plus révolutionnaire, était simplement de maîtriser son propre présent et son propre passé.